Bon, salut les apis! Ouh, alors déjà, joyeux Noël. Nous sommes le 24 décembre. C'est le jour de Noël. Donc profitons-en, on est le 23, vendredi 23, samedi 24, dimanche 25. Pour vous remercier et pour vous faire un petit cadeau pour cette période de Noël, et pour vous remercier des 5, 6, 7, 8, 10 000 qui regardent la vidéo dans les 2 premiers jours qui suivent, samedi, dimanche, je fais un petit truc sur le site internet unesaisonauxabeilles.com. Je vous offre le transport pendant ces 2 jours, donc de vendredi 19h à dimanche 19h. Profitez-en. Alors je sais, vous allez me dire, ouais, mais nous on va pas racheter un truc pour te faire plaisir. Ben, n'achetez pas. Mais là, le transport est gratuit pendant 2 jours. Voilà, profitez-en, c'est mon petit cadeau de Noël pour remercier ceux qui regardent la vidéo. Si, je sais pas, moi, tonton Jackie, il a pas eu son pot de miel, vous pouvez lui dire, bah, je te l'ai commandé, vous pouvez même l'expédier chez lui, c'est gratuit. C'est quand même pas mal, quoi. Ou alors, si vous avez eu un petit cadeau à Noël et que vous voulez compléter, ou dire « il n'était pas mauvais ce pot de miel », eh ben vous pouvez en recommander, hein, et voilà. Bon, aujourd'hui, on attaque du lourd, du très lourd. On tape dans le dur. On va voir l'anatomie de l'abeille. Tadam! Alors, je vais essayer de faire vite les gens, parce que j'ai quand même 5 pages. La première fois que j'ai autant de pages. Donc, on va faire vite pour ne pas vous saouler. Je vais chapitrer la vidéo. Hein, dans la barre en bas, là, vous pouvez aller sélectionner ce qui vous intéresse quand vous y reviendrez plus tard ou quoi. Sachez que je me suis largement inspiré des fiches pédagogiques du CARI. Vous savez, c'est une association à but non lucratif en Belgique, j'allais dire en Allemagne, en Belgique, qui œuvre pour l'abeille depuis fort longtemps, et qui sont très compétents. Là, je m'inspire des fiches pédagogiques qu'a rédigé Agnès Fayet. Je l'ai rencontré enfin à Quimper. Bravo pour ce travail, il est exceptionnel, et je m'en inspire, j'espère que, voilà, bon j'ai un peu copié bien sûr, mais de toute façon on va pas réinventer l'anatomie, voilà. Bon, merci mille fois, merci mille fois à Agnès et au CARI. Alors le CARI, j'ai pas réussi à trouver la signification de l'acronyme Centre Apicole de Recherche Internationale. Et sur votre site, je l'ai pas trouvé les gens. Bon. Je m'inspire également de ce livre, Maladie des abeilles, bah celui-là il a morflé, hein, tellement il a même du caca d'abeille dessus, tellement je le ponce. De Samuel Boucher, référent vétérinaire sur la partie apicole, très bon, et également d'un site qui s'appelle le Dictionnaire entomologique, dico.insect.org, et tous les liens de tout ça, y compris surtout des fiches pédagogiques du CARI, sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas. On attaque par la partie externe de l'abeille. Merci à Chloé qui nous a fait ce joli petit dessin. Déjà, on va distinguer pour l'anatomie de l'abeille 3 parties. Je vais les distinguer ici, j'espère que ça filme. Ici, à peu près, ça marche pas. Il faut que je me rachète des feutres. Soutenez-moi les gens, soutenez-moi. Tac, ici, ici, la tête. On va de là à là, en gros, le thorax. Et on va de là jusqu'au bout, abdomen. Et voilà. Ok pour vous? Ça roule? Donc l'abeille, elle a ici des ocelles et ici des yeux composés qui sont fixes. Hein. Les ocelles qui sont au-dessus, les 3 petits points noirs qui sont au-dessus, servent à distinguer la lumière, la durée du jour. Et ça lui permet aussi de s'orienter, et voilà. Ça détecte vraiment l'intensité lumineuse. Les yeux composés ici, eux, servent à voir. Alors, elle ne peut pas voir comme l'œil humain. Par exemple, nous, on voit 30 images par seconde, ce qui donne le cinéma, 24 précisément, mais elle va voir à 300 images par seconde. Donc elle reçoit beaucoup plus d'informations. Ce qui lui permet aussi de faire des évitements en plein vol, de se situer par rapport à l'entrée de la ruche, ou de la fleur qu'elle va butiner, et tout ça. Par contre, elle ne voit pas les couleurs à pleine vitesse. Au ralenti, elle va les voir, mais elle ne voit pas le même spectre que nous, elle ne va pas voir le rouge, par contre elle va voir des ultraviolets. Et la fleur, elle va dégager par exemple, vraiment en son centre, des ultraviolets que nous on ne voit pas, et elle s'en sert pour repérer ça. Alors on sait qu'elle arrive à distinguer des formes simples et des formes complexes, donc par exemple pour mettre un symbole à l'entrée de votre ruche, vous pouvez, par exemple un triangle ou un carré, mais si c'est des formes simples, les unes à côté des autres, elle va les mélanger. Ou des formes complexes,
les unes à côté des autres, par exemple 3 traits, elle va les mélanger aussi. Il faut faire un truc simple, un truc compliqué, un truc simple, un truc compliqué, voilà, il faut vraiment alterner pour qu'elles ne se mélangent pas. La particularité aussi, là chez les mâles, c'est qu'ils ont plus de facettes, je ne connais pas le nombre, mais les mâles, eux, ont pour seul objectif de trouver la reine vierge, on y vient tout à l'heure. Donc on va le voir qu'ils ont des plus grandes antennes, des plus gros yeux, des ailes puissantes pour le vol, etc. Justement, les antennes. Chloé m'a fait des superbes antennes ici, magnifiques. Donc le plus important, il y a 3 appendices qui composent l'antenne, mais le plus important ce sont les flagelles qui sont au bout là. Chez l'abeille, l'ouvrière, il y en a 11, chez le mâle, il y en a une de plus, 12. On va quand même préciser le rôle du pédicelle qui est ici juste avant les flagelles et qui contient l'organe de Johnston qui capte énormément d'informations, notamment la vitesse de vol. Voilà, très important. Alors, les antennes ont un rôle olfactif, elles perçoivent l'humidité, le taux de CO2, la température, les phéromones. En fait, c'est vraiment un... Comment dire, nous, on n'a pas ça. Elles s'en servent vraiment comme d'un organe, mais alors qui capte énormément d'informations. Elles peuvent caractériser aussi son état de stress. Est-ce que les antennes bougent vite? Est-ce qu'elles sont immobiles? Est-ce qu'elles font des battements plus ou moins longs? Et voilà. On enchaîne avec l'appareil buccal ici. Je vous passe tous les termes techniques. Mais pour simplifier, on va parler des mâchoires, des maxilles et de la langue avec son proboscis. C'est très vulgarisé. Hein. Mais c'est pareil, vous pourrez toujours vous référer aux fiches qui sont dans la description pour vraiment rentrer dans les détails. Après, c'est vraiment des termes scientifiques et tout ça, quoi. Ce qui est vraiment important de savoir, c'est que cette langue va servir d'indice pour le caractère morphométrique, c'est-à-dire que les sous-espèces d'abeilles entre elles n'ont pas la même longueur de langue. Donc suivant la longueur et d'autres indices qu'on va voir après, on peut dire c'est une abeille noire, c'est une abeille caucasienne, etc., etc. Avec cet organe, notamment avec la langue, elles vont pouvoir récolter le nectar, elles vont pouvoir récolter l'eau, elles vont pouvoir aussi, avec la mâchoire, récolter la propolis. Ce qui est important de savoir, c'est qu'avec cette langue, elles peuvent se transmettre la nourriture, le nectar pour la sécher, pour le transformer, ou pour nourrir les ouvrières, ce sont les nourrices qui vont s'en occuper, et ça, ce phénomène s'appelle la trophalaxie. Hyper important. Trophalaxie. Donc en gros, les abeilles, elles vont pas se servir elles-mêmes dans les réserves. Ce sont une certaine catégorie d'abeilles, suivant leur âge, qui va disposer de la nourriture pour tout le monde. Voilà. C'est vraiment un échange trophalaxique. Avec leur bouche, elles vont aussi malaxer la cire avec les mâchoires, les maxilles. Elles vont aussi malaxer la cire, nettoyer les cellules et sortir les débris de la ruche. Balèze. Le thorax. Le thorax contient 2 paires d'ailes. Et ces ailes, elles ne font pas juste au bas, hein, elles peuvent vraiment faire des mouvements assez complexes. Par contre, en vol, elles sont attachées par des petits crochets qui sont situés ici. Oh, ça me fait peur de niquer le tableau, Chloé. Mais ça fait rien. Allez, il y a des petits crochets qui viennent là, qui s'appellent des amulis. Les ailes sont synchronisées et attachées pendant le vol. Par contre, elles ne le sont pas à l'arrêt, posées dans la ruche, elles ne sont pas attachées. Pareillement, elles sont dotées de nervures alaires, ce qu'on appelle, c'est ce qu'on voit là sur les ailes, et qui vont nous permettre aussi de distinguer certains paramètres morphométriques. Vous l'avez peut-être déjà entendu, on va parler d'indice cubital. Ça, c'est une mesure qui se situe sur une des nervures, qui dit « Ah ouais, mais alors on a tant de mesures, donc c'est telle sous-espèce d'abeille. » Voilà. En plus de la langue, et d'autres paramètres encore, comme la pilosité. Alors, les ailes sont rattachées à des muscles alaires, ici. Ils ne sont pas alaires, c'est alaires aux ailes. Et ces muscles permettent de voler, bien sûr, mais aussi de chauffer. Hein, juste par contraction des muscles. L'hiver, en ce moment, elle chauffe la colonie juste par contraction de ces muscles. C'est un peu le bazar ici, mais tout ça est bien rattaché au thorax. Je ne sais pas pourquoi elle m'a fait tous des petits traits, là. Moi, je touche pas. Ce qu'on peut savoir à propos des ailes, j'avais noté, c'est que l'abeille vole vers 30 km/h. Cette vitesse va diminuer lorsqu'elle est chargée, c'est plutôt même proportionnel, plus elle est chargée, moins elle va voler vite. À savoir aussi que quand elle part de la ruche pour aller chercher tel ou tel type de ressources, elle a une petite réserve de nourriture en elle, on va le voir bientôt, dans l'abdomen, dans le jabot. Et donc forcément, c'est important pour elle, si vous voulez, de trouver une ressource qui est pas si éloignée de la ruche que ça, pour ne pas être en déficit, qu'elle consomme plus qu'elle n'en ramène. Un petit truc important aussi, c'est qu'elle doit réguler sa température, également en vol. Et on sait que le thorax doit être à 28 degrés Celsius pour fonctionner. C'est un minimum. Donc le plus souvent, vu qu'elle s'agite fort, elle a plus souvent des problèmes de chaud. Elle doit réguler sa température, parce que ça peut monter vite et fort, et notamment, elle peut déplier ses pattes en vol pour absorber, pour refroidir un petit peu l'ensemble.
C'est un truc de dingue quand même. Et puis, à l'inverse, on voit aussi que parfois, quand elle revient, par exemple, les journées printanières un peu fraîches le soir, elle revient tard, et elle se fait avoir par le froid, et elle va tomber au bord de la ruche parce qu'elle n'a pas réussi à garder cette chaleur suffisamment longtemps. Puis elle arrive épuisée. On va le voir aussi qu'elle respire et tout ça. Il y a beaucoup de paramètres qui font qu'elle peut se rater en butinage, quoi, si vous voulez. Le butinage est vraiment l'action compliquée pour elle, quoi. Elle doit quitter le nid, quoi. Alors les pattes, toujours rattachées au thorax, qui est là, hein, je vous le rappelle. Il y a 3 paires de pattes qui vont lui permettre de se déplacer, de récolter, de transporter, de travailler la cire. Les ouvrières ont des pattes plus développées que la reine ou que les mâles. Les reines et les mâles ont des pattes plutôt simples, tandis que les ouvrières, alors il faut expliquer qu'il y a des poils partout, qui vont leur permettre de récupérer du pollen. Mais aussi, elles vont devoir se nettoyer. Sur les pattes avant, ici, il y a un petit anneau qui va lui permettre de venir nettoyer ses antennes. Ça, c'est extrêmement important, parce qu'elle doit souvent nettoyer ce qui peut lui encombrer la tête, et notamment ses antennes qui lui permettent de capter énormément d'informations. Sur les pattes médianes, qui sont juste recouvertes de poils, ça lui permet de récupérer une partie du pollen qui se trouve ici pour le ramener, vous allez voir, sur les pattes postérieures. Et sur les pattes postérieures, alors là, c'est un gros délire. J'essaie de vous montrer un schéma, puisqu'on va retrouver une corbeille à pollen, une pince tibio-tarsienne, et une brosse à pollen. Alors, il y a le côté antérieur de la patte et le côté extérieur. Donc en fait, en gros, je vais vous le mimer, hein, mais là, il y a comme une pince, si vous voulez, elle va rattrouper tout le pollen issu de ses poils un peu partout sur le corps. Elle va se frotter et tout ça. Elle va rassembler ce pollen sur cette pince, elle va le comprimer avec cette pince tibio-tarsienne, un truc de fou. Et ensuite, elle va le placer sur un poil. Il y a un poil qui est plus gros et plus long que les autres pour faire sa corbeille à pollen. Ce sont les grains de pollen qu'on voit fixés sur ses pattes arrière. C'est un truc de fou, quoi. Après, c'est tout un mécanisme. Il y a la brosse à pollen aussi avec des poils en stries qui permettent de se frotter comme ça. C'est un truc de fou, quoi. Enfin voilà, on sait ça si vous voulez, mais si vous voulez étudier le mécanisme de des pattes arrière, c'est un truc de fou. À signaler aussi l'extrémité des pattes, on appelle ça aussi des tarses. On va le voir aussi que ça peut répandre des phéromones plus tard. Voilà, je ne distingue pas chaque partie des pattes, ce sont des termes scientifiques, mais voilà, ce qui est important, c'est que ça lui permet de se déplacer, de récolter, et notamment donc du pollen, ce qui est la particularité. Donc voilà, la tête avec les yeux et la bouche, les antennes, le thorax avec les ailes et les pattes, enfin l'abdomen, toujours pour la partie extérieure, avec, on commence par la fin, le dard, zip. C'est un mécanisme de défense pour les ouvrières, on va les appeler les gardiennes à ce moment-là, suivant leur âge, et on peut dire aussi que c'est un mécanisme de sélection pour les reines, parce qu'elles vont se tuer avec le dard. Ouh. On appelle ça un aiguillon, hein, ou un dard, et il a un petit éperon à la fin, de chaque côté, ce qui fait que quand elle pique l'abeille, le dard se détache de son corps. Il reste planté sur vous, il faut vite l'enlever d'ailleurs, pas appuyer dessus, mais tirer. Et chez la reine, ses éperons sont beaucoup moins développés, ce qui fait qu'elle peut piquer plusieurs fois. Mais moi, j'ai jamais vu une reine piquer un homme. Je me suis fait piquer une fois par une reine vierge, parce que je l'ai mal prise et je l'ai pincée. Mais ce sont que les ouvrières qui vont piquer pour défendre la colonie. La reine, elle, ce sera plutôt pour piquer une concurrente. Voilà. Mais elle peut piquer plusieurs fois. Sur le mécanisme de défense, on y reviendra un peu plus tard, mais je l'avais noté là, elles ne vont pas immédiatement se servir de leur dard pour se défendre contre un envahisseur, un ours ou un homme. Elles vont d'abord taper, c'est l'expression consacrée, c'est-à-dire qu'elles arrivent de face, avec un peu de vitesse, et c'est vrai, c'est un petit peu impressionnant, quoi. Elles vont taper sur votre main ou quoi, si vous sentez ça, bon, voilà. Sur l'aspect extérieur, alors il s'agit d'une cuticule, formée d'un exosquelette, en chitine. Je vous mets tous ces mots-là, hein, de toute façon. En fait, c'est une carapace, c'est divisé en 6 segments pour l'ouvrière, 7 pour le mâle, et ça contient tous les organes reproducteurs, respiratoires, digestifs et le dard. L'important, c'est qu'il est poilu. J'ose faire les petits poils, allez. Il y a des poils partout. Elle se frotte dans la fleur pour récupérer le nectar, et elle se gorge. Elle se munit de pollen de la fleur sur son corps qu'elle va récupérer avec ses pattes arrière. Alors sur l'aspect extérieur, on va ici appeler les sections supérieures les tergites, et les sections inférieures les sternites. Voilà, c'est important. Sur ces tergites au-dessus, on va distinguer des petits points
qui sont les stigmates qui permettent à l'air de rentrer. Ça permet l'échange gazeux. Donc justement, pour parler de tous ces systèmes qui sont maintenant dans l'abeille, on va parler des systèmes respiratoires, des systèmes circulatoires, du système nerveux, du système digestif, reproducteur et glandulaire. C'est tout ce qui se passe dedans. Je ne vais pas tout détailler ces systèmes, c'est complexe et c'est long, mais il y a quand même 2-3 petits trucs à savoir qui sont très importants. On commence par le système respiratoire. Donc justement, ces stigmates qui permettent l'échange gazeux. Il y en a 3 paires sur le thorax qui ne sont pas dessinés là, et 7 sur l'abdomen. Pourquoi 7 alors qu'il n'a que 6 stergites? Hein, à vérifier cette affirmation. Je n'ai pas le temps. Au repos, elle va utiliser que les stigmates thoraciques. Mais pour un besoin plus conséquent, elle va utiliser toutes les ouvertures possibles. Et on va le voir d'ailleurs quand elle arrive de butinage. Vous avez sûrement déjà remarqué ça. Elle se pose et on voit son abdomen qui se gonfle. Elle respire. Elle contracte pour faire un échange gazeux plus important. En l'occurrence, oxygène et relâchement de CO2. Donc à l'intérieur, l'air est conduit via les trachées. Je simplifie également. Et passe dans des sacs aériens qui peuvent se déformer, gonflables ou non, pour ensuite être distribué dans toutes les cellules de l'organisme via les trachéoles. Voilà. L'important ici, ce sont les trachées, qui suivent donc juste les stigmates, qui peuvent loger Acarapis woodii. C'est l'acarien responsable de l'acariose des trachées. Donc on n'entend plus trop parler de lui de nos jours, parce qu'on dit que les médicaments anti-acariens, anti-varrois ont tué celui-ci. Mais moi je pense qu'il est encore vachement présent. Voilà, on en reparlera. Après, il est tristement célèbre puisqu'il a été à l'origine de la création de la Buckfast avec le frère Adam qui a perdu ses colonies suite à l'acariose des trachées et qui a commencé son processus de sélection à cause de ça. Voilà. Ce qu'on peut résumer, c'est l'importance d'une bonne ventilation dans la ruche, parce qu'elle respire aussi dans la ruche. Les larves ont besoin de respirer aussi, même si c'est passif. Il n'y a pas de phénomène de contraction, si vous voulez. Il faut trouver un juste milieu entre l'isolation et la ventilation. Sachant qu'en été, ou en tout cas au printemps, quand il y a des rentrées de nectar, elles ont besoin de beaucoup de ventilation parce qu'elles vont aussi assécher ce nectar, enlever l'humidité contenue dedans, pour faire du miel. Allez, on parle ensuite du système circulatoire. Alors, on va pas parler de sang chez l'abeille, mais d'hémolymphes, chez les insectes d'une manière générale. Et l'hémolymphe, ça remplit tout, les organes baignent dedans. Hein, c'est pas un système de veines comme chez nous. Ça permet un échange intercellulaire dans tout l'organisme. On va distinguer ce qu'on appelle un cœur, mais qui est en fait un tube assez long. En fait, c'est un long vaisseau, je vais le mettre en rouge, hein, qui va s'y situer, je le fais au pif, hein, qui va se situer ici, avec des ostioles, ce qu'on appelle des ostioles, ce qui permet de pomper l'hémolymphe et de la renvoyer, parce que ici, il y a une aorte, alors je ne distingue pas, mais ici, c'est très compliqué, et ça va jusqu'au cerveau. Et voilà, c'est comme ça que, si vous voulez, avec les ostioles qui sont là et qu'elles contractent, elles contractent le cœur, les ostioles laissent passer l'hémolymphe, qui sont pompés jusque-là, et tout revient. C'est un système circulatoire, simplement. Et pour dire qu'il y a vraiment une circulation d'hémolymphe dans tout l'organisme. On passe au système nerveux, contrôlé par le cerveau, qui est dans la tête. Je le place un peu au pif, mais on va dire qu'il y a un petit truc par là. Alors c'est un système très complexe et assez peu connu. En gros, il faut se souvenir que le cerveau est connecté aux ganglions. Les ganglions, on les retrouve tout au long du thorax et de l'abdomen. Alors il y a une connexion ici, il y a par exemple un ganglion là, il y en a 7. Hein. Et ici aussi, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, etc. Et ces ganglions sont connectés à certains organes pour les contrôler. Par exemple, pour les pattes, pour les ailes et pour le dard pour le dernier, etc. Ils ont un rôle comme ça. Alors tout ça, c'est quand même extrêmement important parce que ça ramène aussi toutes les informations qu'il faut au cerveau de l'abeille, notamment aussi les antennes. Le système nerveux conditionne les actions qui découlent des informations reçues. Hein. Si elles sont un stress ou quoi, elle va réagir. C'est comme chez nous, quoi, le système nerveux. Quoi. Alors, on va parler aussi du système digestif. Je vais assez vite, hein, les gens. Je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes ces informations si vous voulez creuser sur le net. Le système digestif. Celui-ci permet l'assimilation des aliments. Il est relié à certaines glandes qu'on voit dans le système suivant. On va le voir après. D'abord, il y a l'œsophage, qui est un tube qui relie jusqu'au jabot. Donc de la bouche, ici. Je vais le mettre en vert. Les aliments rentrent par ici et ils filent tout droit jusqu'au jabot qui est là. Voilà.
Il n'y a rien de tout ça dans le thorax. C'est juste un tube, quoi, si vous voulez, l'œsophage. Donc la nourriture arrive dans le jabot. C'est une poche extensible d'une contenance de 40 à 70 microlitres qui permet à l'abeille de stocker le miel qu'elle utilise pour aller voler, puisqu'elle a besoin d'énergie pour voler, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi une fois arrivée sur zone de butinage, de stocker ce qu'elle trouve, du nectar ou de l'eau, les liquides. La propolis, ça va être récolté à l'extérieur, et le pollen aussi. Alors il y a des muscles qui lui permettent de régurgiter le contenu et pratiquer les échanges trophalaxiques. Voilà. Donc en fait, c'est une poche qui se déplie, si vous voulez, hop, elle stocke le contenu qu'elle trouve, et quand elle revient dans la ruche, elle dégage le tout, et par trophalaxie, avec les échanges, par échange avec les autres abeilles, quoi. Imaginez si on devait faire ça, nous. Tu veux boire un coup? Bon. Allez, on continue. Alors, le jabot est suivi du proventricule, qui est une espèce de petit sas. Il empêche ou non d'envoyer de la nourriture dans l'intestin, et donc après, il y a l'intestin. L'intestin, il est composé du ventricule et de l'intestin grêle. Alors, pour schématiser, hein, le ventricule va servir à digérer les aliments via des sucs digestifs, tandis que tout ce qui est éliminé va continuer son chemin dans l'intestin grêle. Alors la situation entre l'intestin grêle et le ventricule est importante, car c'est là que se sont rattachés les tubes de Malpighi, du nom d'un naturaliste italien. Et ces tubes, ils ont un rôle de diffusion et d'osmorégulation dans l'abdomen, notamment de l'eau. On peut faire un parallèle avec les reins. Voilà. Au final, on débouche sur le rectum, qu'on connaît, puisqu'il a la faculté d'être extensible et de retenir le caca pendant l'hiver, quoi. Voilà. On parle d'ampoule rectale. Hein. Et en effet, l'abeille, elle peut pas sortir par ces froids là pour faire son caca. Donc, elle a son ampoule rectale qui se gonfle et au printemps, elle va pouvoir sortir puis vider tout d'un coup. On appelle ça le voile de propreté. Vous connaissez. Et voilà, c'est assez impressionnant ici quand je ramène les essaims au début avril. S'il y a des voitures là dans la cour, elles sont crépies, quoi. Alors ça se calme un petit peu avec le temps, fin avril, mai, tout ça, puis après ça se dilue, mais c'est impressionnant, en sortie d'hiver, c'est impressionnant. Je voulais vous en parler parce que l'intestin est connu pour loger le parasite Nosema apis ou Nosema serranae, qui nous donne ces deux maladies, la noséma, l'énosémose, et on en reparlera parce que on n'en parle pas trop justement, et c'est un problème. J'appellerais ça le tueur invisible. Tellement je pense qu'on est bien emmerdé par ça et qu'on en a une ignorance totale. Et les tubes de Malpighi, je voulais vous en parler aussi parce que eux, ils logent aussi un parasite, une amibe. Alors je vais essayer de vous le dire, Malpigamoebia mellificae. Et ça nous donne une maladie, l'amibiase des tubes de Malpighi. Et là encore, on en reparlera, c'est beaucoup moins connu, et puis les symptômes sont extrêmement difficiles à voir, et il n'y a pas vraiment de traitement, donc voilà. Bon, pour autant, c'est quand même reconnu, c'est un parasite, un amibe qui vit, et qui peut se développer dans les tubes de Malpighi, quoi. Truc de fou. Allez, on enchaîne avec le système reproducteur. Alors, le système reproducteur, il est très développé chez la reine, logique, et occupe une grande place dans son abdomen. Il est constitué d'une paire d'ovaires, qui produisent des œufs et qui vont aller jusqu'au vagin à travers l'oviducte, en passant vers la spermathèque. En effet, la reine qui était jusqu'alors vierge se fait féconder par en moyenne une douzaine de mâles et conserve ce sperme pendant toute la durée de sa vie, donc c'est la spermathèque. Hein. Elle va pondre alors des œufs fécondés, on reviendra plus tard sur les œufs non fécondés qui donnent naissance aux mâles, ou comment elle fait pour faire un œuf fécondé et ici un œuf non fécondé, a priori c'est la taille de la cellule, et cet œuf donnera naissance donc à une ouvrière ou à une reine, ça c'est suivant la nourriture qui lui sera proposée à cet œuf et à la larve. Au tout début. C'est très très simplifié tout ça, mais bon, sachez que voilà, il y a les organes reproducteurs chez les ouvrières, mais qui sont atrophiés par des phéromones. Ça va être le sujet d'après. Donc elles sont capables de pondre des œufs, en l'absence de reine par exemple, mais comme elles ne sont pas fécondées, ces œufs ne donneront que des œufs non fécondés, et donc des mâles. On y reviendra aussi dans les colonies bourdonneuses, on en a déjà parlé en saison 1, ça fait bien longtemps que j'en ai pas parlé, on verra tout ça. Chez les mâles, on va préciser quand même, puisque finalement c'est un peu leur seul rôle unique, au gros de Dieu. Donc ils possèdent des testicules, oui, mais elles sont à l'intérieur, hein. Je vois pas, il n'y a pas de machin qui pendent à l'extérieur, t'as vu. Et bon, alors pour faire simple, ils ont pour faire très simple, ils ont un endophallus qui va se déployer à l'extérieur, en plein vol, lors de la fécondation. C'est un truc de fou.
Alors, leur particularité, hein, c'est d'avoir des yeux un peu plus gros, des antennes un peu plus longues, des ailes plus puissantes. Vraiment, eux, leur performance, c'est de voler, trouver la reine, et paf, quoi. Non, mais voilà. Alors, par contre, une fois qu'ils ont tout bazardé, lors de l'acte, hein, ils meurent. Voilà. Bon, voilà. Pauvre vie, quoi. Ou, je sais pas, ça se trouve, c'est la meilleure vie. Ils naissent, ils bouffent, ils baissent, ils meurent. Putain. En fait, c'est eux les chanceux, quoi. Je sais pas. Bon. L'important à retenir, outre le fait qu'il n'ait pas de dard, il ne pique pas, hein, si vous voulez vous entraîner à choper une abeille sans gants, prenez un mâle, vous risquez rien du tout. Et puis à le marquer aussi. C'est très pratique pour ça. Bon, les mâles, ils sont matures qu'après le 9e à 12e jour après leur naissance. C'est pas pour autant qu'ils seront éligibles à la fécondation, si vous voulez, parce qu'il faut aussi qu'ils s'entraînent encore pour le vol, qu'ils soient performants et tout ça, quoi. Donc on va compter une vingtaine de jours, au moins, depuis leur naissance, pour qu'ils soient vigoroso, tu vois. Il nous faut toujours des mâles costauds, quoi. Vite fait, j'entends souvent la question me demander si les mâles issus de bourdonneuses peuvent être bons pour la fécondation. Techniquement, oui, mais ils sont faibles, ils sont souvent atrophiés, pas beaux, c'est pas des bons mâles. Voilà, le système reproducteur, c'est un gros délire. Pareil, informez-vous si vous voulez en savoir plus, notamment, là on va parler aussi d'insémination artificielle et tout ça. Alors on passe au gros morceau, le système glandulaire, ou les glandes, qui donnent pour la plupart des phéromones. Et ça, c'est un délire, parce que nous, on a, humains, complètement oublié ça, ou alors, je sais pas, voilà. Tandis que chez les insectes, c'est un principe fondateur de la cohésion de la vie de la société. S'il n'y a pas les phéromones pour dialoguer, ça ne dialogue pas, quoi, c'est mort. Donc elles sont présentes partout dans le corps de l'abeille. Elles servent à différents rôles: production de nourriture, reproduction, système de défense, communication, même produire la cire, on va le voir. Elles sont présentes différemment dans les ouvrières, la reine ou les mâles. Elles sont actives à différents cycles de vie. Hein, elles ne sont pas en fonction de l'âge 0 à l'âge de fin. Ça varie. Pareil, je vais vous mettre un petit schéma pour essayer de les localiser. On va distinguer les glandes hypopharyngiennes, qui génèrent, suivant l'âge de l'abeille, des enzymes responsables de la production de gelée royale, ou des enzymes responsables de l'invertase. L'invertase, je vous rappelle, c'est la transformation du saccharose en glucose fructose. Donc dans les deux cas, il s'agit de glandes en lien avec la nourriture. La première fonction, le gelée royale, sera liée avec le pollen et avec l'âge jeune de l'ouvrière. La deuxième fonction, l'invertase, sera liée avec le nectar, et ça avec un âge plus avancé de l'ouvrière. Voilà. On peut noter un truc, j'avais noté, la production en sécrétion de ces glandes est intimement liée à la vitellogénine. Et ça, c'est un mot qu'on entend de plus en plus dans le lexique apicole, et on y reviendra un peu plus tard, parce que je m'y plonge quand même un petit peu, et ça m'intrigue, et on en reparlera. On va distinguer quand on continue dans les glandes, et on est, vous l'avez compris, dans la tête, hein, les glandes hypopharyngiennes, les glandes salivaires, qui sont céphaliques ici, mais qu'on retrouve dans le thorax. On parle de glandes salivaires thoraciques. Elles sont appliquées dans la prédigestion de la nourriture, le séchage du miel, la lubrification de tout ce qui doit être malaxé, la cire par exemple, et le toilettage de la reine. Les glandes mandibulaires, situées juste au-dessus des mandibules, elles sont très développées chez la reine, un peu moins chez les ouvrières, et peu chez les mâles. Chez les ouvrières, le rôle diffère suivant l'âge, car comme les glandes hypopharyngiennes principalement, ces glandes vont permettre aux ouvrières de produire des acides gras qui entrent dans la production de gelée royale. Et pour les ouvrières plus âgées, ça va rentrer dans la production de phéromones d'alarme. Chez la reine, cette glande va principalement émettre des phéromones pour manifester sa présence et renforcer la cohésion dans la ruche. Alors ces phéromones inhibent par le fait le développement des ovaires des ouvrières. C'est ce qu'on vient de voir tout de suite à propos du système reproducteur. En fait, les ouvrières ne développent pas ce système reproducteur à cause des glandes mandibulaires de la reine, qui produit ces phéromones. Elle joue aussi un rôle chez la reine dans l'essaimage, dans la fécondation, des marquages phéromoniques. Vous connaissez Monique? Putain, les jeux de mots pour la traduction, ça va être chaud, quoi. Bon, bref. Alors, il faut savoir que la quantité diminue avec l'âge de la reine, et ça peut induire un changement de reine par les ouvrières sans essaimage, c'est la supercédure. Ok? On en reparlera. Et je dis souvent on en reparlera, mais on en reparlera. Pour de vrai, quoi. Alors, chez les mâles, elle servirait au moment de la fécondation pour retrouver les aires, les aires AIRES, de rassemblement. Hein.
Peut-être le volant comète ou quoi, voilà. Allez, on continue. Donc, dans le thorax, on a vu, il n'y a que les glandes salivaires thoraciques, et on passe à l'abdomen. Et alors là, il y a beaucoup de glandes. La glande du Dufour, qui exerce plusieurs fonctions suivant la caste, reine ou ouvrière. Elle est impliquée dans la production de phéromones d'alarme, de production de lubrifiants pour l'aiguillon, le dard, la production de phéromones de marquage pour les œufs, la reine, et la communication sociale. Les glandes tergales, qui auraient un rôle sur la reproduction assez peu étudié. Je vous mets pareil, les liens dans la description, elles sont situées au-dessus. Les glandes de Kochevnikov, elles libèrent une phéromone lors de la piqûre pour que les ouvrières puissent signaler l'endroit où il faut piquer. Hein. En général, même les ouvrières cessent leur activité et vont toutes piquer à cet endroit. C'est un marquage, quoi, si vous voulez. Chez la reine, ça va plutôt indiquer son état, son stress de cette glande. Et justement, elle est liée aussi à la piqûre hein, de la reine adverse, si jamais il y en a une. D'ailleurs, chez la reine, ces glandes dégénèrent assez vite, ce qui peut faire perdre le signal royal, et donc indiquer un changement de reine nécessaire, une supercédure encore. On va distinguer au bout des pattes, et notamment chez la reine, les glandes tarsales, ou les glandes d'Arnhart. On va prononcer ça, quoi, les glandes d'Arnhart. Voilà, t'as compris. Elles servent de marque hein, pour les ouvrières, pour l'orientation. Et pour la reine, elle sert à marquer sur les cadres. Quand elle marche partout sur les cadres, elle va inhiber la construction de cellules royales. Tout ça travaille de concert, hein. C'est un ensemble de glandes, c'est pas une glande qui fait une action, c'est vraiment un tout ça. Et par exemple, pour ces glandes tarsales, donc la reine se déplace partout, et elle empêche l'essaimage, ou en tout cas elle montre sa présence. Si elle n'arrive plus à accéder partout parce qu'il y a trop d'abeilles, alors ça va commencer, c'est un des déclenchements de l'essaimage. Ensuite, on a une glande qui est bien connue parce qu'elle est visible ici. Vous l'avez compris, c'est la glande de Nasonov. Alors je suis allé me renseigner parce que je vois écrit le mot Nasonov partout. C'est un nom commun, un russe, hein, un naturaliste je crois, ou un zoologiste. J'allais dire un zoophile. Et j'ai vu écrit Nazanov, ce que je disais au début, j'ai vu ça aussi avec un Z, et ça. Non, c'est Nasonov, avec 2 O. Donc elle sert au marquage, notamment des points d'eau, parce qu'elle a une odeur, et l'eau n'ayant pas d'odeur, ou en tout cas peu d'odeur, elles vont s'en servir pour marquer les points d'eau, elles vont s'en servir pendant l'essaimage aussi, et le marquage de l'entrée à la ruche. Vous savez, quand elles battent leur appel, on les voit toujours avec le cul relevé, et avec les ailes en train de... Je le fais bien, hein. En train de disperser les phéromones issus de la glande de Nasonov. On va parler enfin des glandes vénéripares. Alors, ça fait partie du système défensif. J'en ai pas parlé du système défensif. On connaît, c'est le dard, mais tout le système défensif, si vous voulez, c'est d'abord l'exosquelette en chitine, hein, la défense individuelle, si vous voulez. Il y a l'auto-nettoyage, l'épaulement, la prophylaxie, tout ça, c'est un système de défense, si vous voulez. Un bon système immunitaire, dans les bonnes conditions, fait que à la fois l'abeille, mais aussi la colonie vit. C'est une machine incroyable, tout ça, quoi. Et donc, pour la défense ultime, physique, elle possède un aiguillon qui est lubrifié par la glande de Dufour. Les deux, la glande de Dufour et les glandes vénéripares, sont reliées au sac à venin, et a priori, donc, c'est les glandes vénéripares qui produisent, ce sont des protéines, je pense, qui sont injectées lors de la piqûre, quoi. Voilà. Et enfin, peut-être les plus importantes, les glandes ciliaires, qui sont situées dessous, sur chaque sternite, ici. Donc elles produisent une matière grasse et liquide qui se solidifie en écailles à la sortie. Hein, c'est les ouvrières, les cirières, donc ça dépend de leur âge. En l'occurrence, c'est entre le 12 et le 18e jour de vie que c'est le plus au taquet chez les ouvrières. Et voilà, elles vont produire ce liquide qui se solidifie, qui devient de la cire. À noter aussi que la cire se charge d'éléments exogènes, extérieurs, type pollen, propolis, qui va lui donner sa couleur, mais aussi sa composition chimique. Le mot est employé à dessein. S'il y a des éléments extérieurs chimiques, ils vont aussi polluer cette cire. T'as vu? Bon bref, la production de cire par ces glandes cirières est très énergivore. J'ai entendu plusieurs chiffres, un rapport de 1 à 4, voire a priori ce que je lis le plus, ce que je trouve le plus, c'est un rapport de 1 à 8. C'est-à-dire qu'il faudrait 8 kg de miel pour faire 1 kg de cire. Voilà, j'essaye de ne pas faire trop long et j'espère que j'y suis arrivé, pour pas vous saouler. Il y a énormément d'informations à aller capter dans les fiches du CARI. Dans celui-là, bon, il y a une toute petite partie d'anatomie au début, après c'est que les maladies, et on va y revenir bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Les points importants à se souvenir,
les glandes qui sont vraiment d'une importance capitale et qui produisent notamment des phéromones, si on parle pas de la cire et tout ça, qui sont un moyen de communication extrêmement important, notamment via les antennes, chez les abeilles. Les muscles alaires qui vont permettre de réchauffer la colonie si elles ne sont pas utilisées pendant le vol. Ils sont par là. Les échanges trophalaxiques avec la trompe et avec la langue qui permettent notamment d'assécher le miel, mais aussi de nourrir toute la colonie. Un truc de fou. La production de cire avec les glandes ici, le dard qui va se détacher chez les abeilles. C'est un insecte incroyable qui a évolué sur des millions d'années, capable d'aller chercher du pollen, de la propolis, de l'eau, du nectar. C'est un truc de ouf, quoi. Voilà, il fallait, je pense, connaître ces petites notions avant d'aller plus loin. Je vais pas faire les castes et des cycles de vie aujourd'hui, ça ferait une vidéo trop longue. On y vient tout bientôt, peut-être la semaine prochaine, ou, comme je l'avais prévu, mais c'est déjà des semaines, comment vivre de l'apiculture. Ça, c'est une question qui revient souvent. Changement de vie, les gars. J'ai envie de devenir apiculteur et d'en vivre, comment on fait? Il faut avoir les ruches. Hein. Bon, allez, je termine là-dessus. Un petit mot vite fait sur les conditions météo du jour. Là, il fait encore très froid. On est peut-être à -4, -5 aujourd'hui, malgré le soleil. Dimanche. Et lundi, donc, si vous regardez la vidéo vendredi, lundi dernier, ils annoncent un redoux dans les 10-11 degrés. Mais ça dépend de notre région en France. Tout ce qui est le sud et l'ouest, vous pouvez peut-être attaquer les traitements à l'acide oxalique. Moi, c'est trop froid encore. Il ne faut pas le faire au froid, les gens. La colonie est grappée, et si vous ouvrez votre ruche pour traiter, elle va se dégrapper, les abeilles vont mourir. En plus, pour le traitement par dégoûtement, il faut que ce soit un petit peu dégrappé. On va tester aussi, je le ferai dès que les conditions seront bonnes, la sublimation, avec les appareils Oxalica, le masque, la totale. Tout ça est dispo sur le site d'ailleurs. Et voilà. Ça roule. Je vous laisse là-dessus. Ça gamberge. J'espère que vous avez appris un ou deux trucs. Comment s'appellent les crochets pour relier les ailes? Allez, vous me mettez en commentaire. Et puis n'oubliez pas, petite promo pendant 2 jours, transport gratuit sur le site, vendredi 19h jusqu'à dimanche 19h, pour remercier les premiers. Peut-être qu'on refera ce genre d'action plus tard, on verra. Voilà, c'est un sacré morceau, j'ai essayé de faire vite, et je vous incite à vous renseigner un maximum. Vous allez voir qu'en rabâchant et en lisant et en ayant plusieurs sources d'informations, eh ben on progresse vachement sur un tas de choses. Sur son intelligence, déjà, mais aussi sur la compréhension de la colonie. Pourquoi je vois ça au mois de juillet? Qu'est-ce qui se passe et tout? Vous allez voir, on va y arriver. Ciao, ciao, ciao!